Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de deux thèmes assez provocateurs, ou en tout cas qui auraient pu paraître provocateurs il n'y a pas si longtemps. Le thème de la réconciliation nationale et ensuite le thème du 14 juillet. Mais avant de continuer, un mot sur notre sponsor FSM Capital. Si vous êtes déjà un membre en règle du FSM, c'est-à-dire le Fonds Saint-Mathieu, eh bien vous avez reçu hier soir le tout dernier rapport d'activité avec 60 pages d'analyse économique, un gros focus sur la crise des banques régionales aux USA, mais aussi sur la situation actuelle du marché des crypto-monnaies. Les prochains numéros du rapport FSM seront notamment consacrés aux origines du capitalisme woke ou encore à l'évolution du marché immobilier en France. Pour recevoir les rapports du Fonds Saint-Mathieu, vous pouvez vous abonner sur le site fsm.capital. Vous pouvez d'ailleurs aussi devenir un membre permanent du Fonds Saint-Mathieu et participer à toutes ces activités futures que vous pouvez découvrir dans le détail sur le site dédié aux membres. Tous les liens sont dans la description. Alors ces derniers jours dans les Vosges du Nord, comme ailleurs en France, tous les villages se sont mis aux couleurs républicaines en préparation du 14 juillet, avec comme chaque année les traditionnelles fêtes, des conscrits, les fanfares, les gendarmes et les pompiers dans leurs beaux uniformes, et puis le bal populaire suivi du feu d'artifice. Alors moi, comme d'habitude, depuis presque 10 ans, lors des fêtes du 14 juillet, je fais comme la famille de Gaulle, je reste chez moi et je ferme les volets. Il y a cependant toujours quelque chose d'un peu charmant et d'attractif dans ces festivités nationales. Et en observant de loin les habitants des environs se diriger vers la mairie, vers la salle des fêtes, eh bien je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que tous ces gens savent en fait, vraiment, ce qu'ils savent vraiment du 14 juillet, et de ce que la mythologie révolutionnaire représente pour eux, puisque le 14 juillet est censé être une fête de l'unité nationale. Et cette année, cette question me taraude d'autant plus que tout le monde semble avoir oublié qu'il y a seulement 2 ou 3 semaines, la France a connu 3 jours d'émeutes d'une ampleur et d'une nature tout à fait inédite et inquiétante. 3 jours d'émeutes qui ont soudainement mis à jour la réalité infâme de la Ve République ainsi que la réalité de la fracture sociale française, plus profonde, plus complexe que jamais. Mais il est vrai aussi que depuis les vastes espaces forestiers de la Vasgovie, ici, eh bien, les turpitudes de la vie urbaine nous semblent très lointaines, alors que pourtant elles sont à nos portes. Donc, premièrement, est-ce que nos sympathiques concitoyens savent vraiment ce qu'ils fêtent le 14 juillet ? Beaucoup d'entre eux pensent sans doute fêter quelque chose comme la prise de la Bastille, alors qu'en réalité, le 14 juillet célèbre la fête de la Fédération de 1790. Et il y a à ce sujet 2 anecdotes intéressantes qui sont tout à fait en rapport avec notre sujet. Premièrement, comme vous le savez sans doute, parce que bizarrement les contre-révolutionnaires sont généralement plus informés en fait, si vous voulez, des traditions républicaines que les républicains, c'est assez bizarre. Mais en tout cas, comme vous le savez, le 14 juillet a été institué comme fête nationale uniquement, enfin seulement en 1880, sur la proposition du député franc-maçon, d'ailleurs, franc-maçon et Carbonaro, Benjamin Raspail. Celui-ci désirait faire du 14 juillet la commémoration de la prise de la Bastille, mais ses collègues députés s'y opposèrent, estimant que ce ne serait pas très opportun ni très sérieux de fonder la fête nationale sur un événement qui finalement n'a pas été autre chose qu'une émeute violente de quelques délinquants parisiens. Alors quand je dis quelques délinquants parisiens, il y en avait quand même plus que ça, enfin, il y avait quand même une foule assez nombreuse, mais c'était principalement la bourgeoisie, la petite bourgeoisie et la petite racaille de Paris, en fait, qui a fait la Révolution. Ça, il faut s'en souvenir, surtout par rapport au fait que nous venons de vivre il y a 2-3 semaines. Hein. On a vu effectivement cette même alliance de la racaille, alors certes d'une autre teneur, on va dire, mais alliance de la racaille avec une certaine bourgeoisie parisienne. Car en effet, la prise de la Bastille n'a pas du tout été un épisode glorieux et héroïque d'une foule de courageux citoyens venus, par exemple, libérer des prisonniers politiques opprimés par la tyrannie monarchique. Au contraire, le 14 juillet 1789, la prison de la Bastille ne renfermait que 7 prisonniers, dont la plupart étaient d'ailleurs des libertins et des escrocs à la petite semaine. Il y avait des faux monnayeurs, il y avait voilà, des libertins, donc en gros, on va dire des partouzeurs, grosso modo. Voilà ce que renfermait la Bastille en 1789. Donc, absolument pas de prisonniers politiques. De plus, cette prise de la Bastille s'est soldée par le massacre et la décapitation de plusieurs gardes, qui n'avaient d'ailleurs rien demandé à personne. Et bien sûr,
Bien sûr, la foule parisienne n'était pas venue spécialement pour libérer ces prisonniers, puisqu'elle était venue avant tout pour s'emparer du stock d'armes, qui était donc à la Bastille. Mais quoi qu'il en soit, une fois qu'on réalise ce que fut vraiment le 14 juillet 1789, on comprend alors mieux pourquoi les députés radicaux et libéraux de la Troisième République ne voulaient surtout pas fonder le roman national, et la fête nationale surtout, sur un épisode aussi honteux, ou en tout cas aussi problématique d'un point de vue moral. Je rappelle que le régime qui naît alors, dans ces années 1880, c'est le parti de l'ordre bourgeois, qui se veut l'héritier à la fois d'Adolphe Thiers et de l'orléanisme politique. Ce régime existe toujours aujourd'hui sous la forme macroniste et il est plus puissant que jamais. Toujours est-il que final, le 14 juillet 1789 fut grosso modo une émeute de délinquants et de bourgeois parisiens ayant attaqué une prison, libéré d'autres délinquants et décapité des agents de police. D'ailleurs, Chateaubriand fut le témoin privilégié de cette attaque, puisqu'il écrit justement les scènes qu'il a vues en 1789, je cite, « J'assistais comme spectateur à cet assaut contre quelques invalides et un timide gouverneur. Celui-ci, arraché de sa cachette après avoir subi 1000 outrages, est assommé sur les marches de l'hôtel de ville. Le prévôt des marchands, Flessel, a la tête cassée d'un coup de pistolet. Au milieu de ces meurtres, on se livrait à des orgies, comme dans les troubles de Rome sous Othon ou Vitellius. On promenait dans des fiacres les vainqueurs de la Bastille, ivrognes heureux, déclarés conquérants au cabaret. Des prostituées et des sans-culottes commençaient à régner et leur faisaient escorte. » Donc n'est-il pas ironique que 2 siècles plus tard, les partis qui se revendiquent de cette tradition républicaine, ou en tout cas plutôt révolutionnaire, y compris certains partis d'extrême droite, soient les mêmes qui se scandalisent des émeutes urbaines de ces dernières semaines. Alors certes, les émeutes modernes n'ont pas tout à fait la même composition que celle de 1789, c'est évident, mais au final, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien, un rapport de cause à effet? Après tout, lorsque l'on fonde son roman national sur la révolte contre l'ordre établi, il devient assez difficile pour les pouvoirs publics d'interdire, ou en tout cas de délégitimiser à leur tour, la révolte. N'est-ce pas, monsieur Breton? La seconde anecdote concerne le 14 juillet 1790, donc un an plus tard. Et donc à l'occasion de la fête de la Fédération, qui est donc l'événement que les Français commémorent donc tous les ans, lors du 14 juillet, eh bien, le général de Lafayette prend la parole et prononce un discours qui est censé exalter l'Union nationale, qui est donc née de ces quelques premiers mois de la Révolution. Écoutant ce discours, le cynique Talleyrand répond par un sarcasme dont il est évidemment coutumier, « Par pitié, ne me faites pas rire ». Parce que justement, ça le fait beaucoup rire, cette histoire d'Union nationale, à un moment où justement, en fait, tout cynique qu'il était, Talleyrand était aussi un grand réaliste, et il avait parfaitement compris qu'à ce stade, il n'était désormais tout simplement plus possible de parler d'union nationale. En fait, la Révolution française avait introduit une fracture profonde entre les Français, entre ce que Jean de Vigry appellera plus tard les deux patries. Et donc à partir de cette date, la France est divisée contre elle-même. Alors bien sûr, il y avait déjà d'autres sources de division avant la Révolution, mais sans aucun doute, 1789 a été la cause d'une fracture profonde qui, elle-même, depuis 2 siècles, n'a cessé de former de nombreuses autres fractures au sein de la société française. Et c'est pourquoi on ne peut tout simplement pas comprendre la fragmentation extrême de la société française aujourd'hui si on s'imagine qu'il ne s'agirait que d'une simple fracture ethnoculturelle dont la remigration serait la solution parfaite, comme on le croit dans une certaine droite, ou qu'il ne s'agirait, à l'inverse, que d'une simple fracture socio-économique, comme on l'entend aussi à gauche. Non, la fracture nationale en France ne peut se comprendre qu'en ayant pleinement conscience de sa nature spirituelle, philosophique et anthropologique, laquelle explique pourquoi les Français sont si inexplicablement incapables de se défendre contre des périls intérieurs comme extérieurs, aujourd'hui encore. Pour être encore plus clair, la fracture nationale ne peut pas être comprise et correctement traitée politiquement tant qu'on n'a pas le courage d'admettre qu'il s'agit avant tout d'une crise intérieure. D'ailleurs, l'historien René Grousset écrivait à ce sujet « Aucune civilisation n'est détruite du dehors, sans s'être d'abord ruinée elle-même. Aucun empire n'est conquis de l'extérieur sans qu'il ne se soit préalablement suicidé.
Et une société, une civilisation ne se détruisent de leurs propres mains que lorsqu'elles ont cessé de comprendre leur raison d'être, quand l'idée dominante autour de laquelle elles s'étaient organisées leur est devenue comme étrangère. Eh bien aujourd'hui, non seulement les Français ont largement rejeté le baptême catholique de leur nation originelle, c'est-à-dire cette idée dominante autour de laquelle ils s'étaient à la base organisés, cette idée-là leur est devenue largement étrangère, voire pire encore, elle les révulse. Mais en plus de ça, ils ont même oublié le sens de leur nation légale, c'est-à-dire celle qui est née, la nation révolutionnaire, celle qui est née dans le baptême sanguinaire de la Révolution. Même ça, ils l'ont oublié. Donc aujourd'hui, je vous propose un thème qui aurait pu paraître ou qui pourrait paraître assez provocateur, étant donné l'ambiance qui règne aujourd'hui en France. Je dis que ça aurait pu paraître provocateur, en tout cas, cette vidéo, ce thème aurait pu sembler très provoquant, effectivement, très peu opportun, si j'avais fait cette vidéo il y a 2-3 semaines. En pleines émeutes, ça aurait été compliqué, puisque voilà, à l'époque, tout le monde était évidemment très tendu, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, puisque tout le monde semble avoir complètement oublié les émeutes, eh bien, j'ai envie de vous dire, eh bien, allons-y, d'autant plus que ce thème est d'une importance absolument capitale. Et donc, ce thème, c'est celui du concept de réconciliation nationale, un concept qui a été notamment popularisé ces dernières années par le mouvement Égalité et Réconciliation. Et lorsque d'ailleurs vous m'avez entendu prononcer ce terme, lorsque vous avez vu le titre de cette vidéo, vous avez probablement automatiquement fait le rapprochement dans votre tête. Alors c'est vrai que ce concept de réconciliation nationale a été très populaire il y a encore quelques années. Malheureusement, sa pertinence semble de plus en plus remise en cause par la réalité ultra-violente de la société française aujourd'hui, et depuis justement quelques années. Dans cette vidéo, nous allons voir plusieurs choses. Premièrement, nous allons voir que ce concept de réconciliation nationale, il n'a rien de nouveau, et ce n'est pas une invention d'Alain Soral ou d'égalité et réconciliation. Ce concept-là a été déjà défendu dans les années 30, notamment par le Parti social français du colonel de Larocque, sur lequel on va revenir en profondeur. Deuxièmement, il faut se mettre dans la tête que ce concept de réconciliation nationale, c'est un concept qui est bon en lui-même. D'ailleurs, l'Église, dans ces années-là, justement, notamment au XIXe siècle et au début du XXe siècle, l'Église a beaucoup insisté sur la nécessité que les nations, notamment européennes, avaient de trouver un nouvel élan d'union, et notamment autour du catholicisme. L'Église a énormément rappelé ce genre de choses. Donc c'était une idée, si vous voulez, qui était dans l'esprit des personnes les plus alertes, les plus intelligentes de l'époque. Donc comme je le disais, voilà, ce concept, il est bon en lui-même et il n'a jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui. Mais nous allons aussi voir, en conclusion, que ce concept, aussi bon soit-il, eh bien, il n'a jamais été aussi difficile, sans doute, de le défendre et de le concrétiser dans l'état actuel des choses, car nous sommes effectivement dans une société extrêmement fragmentée. Donc, comme je le disais, ce concept de réconciliation nationale a été largement promu depuis une quinzaine d'années par le mouvement Égalité et Réconciliation. Ce concept a pu générer à un moment donné un enthousiasme sincère et un début de synergie patriotique très intéressante entre jeunes Français de souche et jeunes citoyens issus de l'immigration, plus précisément issus en fait de l'ancien empire colonial, en particulier chez les jeunes gens qui partageaient justement un fort sentiment nationaliste, un désir de guérir la société française de ses divisions. Alors même si je n'ai jamais été un militant ni même un partisan de ce mouvement Égalité et Réconciliation, je me souviens parfaitement de l'énergie positive de cette époque, qui débute grosso modo avec la campagne de Jean-Marie Le Pen en 2007 et qui s'achève à peu près en 2013-2014 avec le fameux jour de colère, pour ceux qui se souviennent. Et je tiens à dire ici que, comme vous le savez, j'ai de profonds désaccords avec certains aspects de la doctrine d'égalité et réconciliation, principalement en raison des graves erreurs théologiques et philosophiques, donc aussi politiques, propagées par certains de leurs auteurs les plus célèbres. Cela étant dit, il faut quand même être de bonne foi et savoir reconnaître que l'éveil politique de notre génération doit énormément de choses à ce mouvement et à son fondateur. Il faut donc savoir reconnaître honnêtement que ce mouvement a pu également proposer de bonnes idées politiques, et le concept de réconciliation nationale en fait très clairement partie. Toutefois, de nombreux événements survenus au cours des années 2010 et 2020 ont beaucoup contribué en fait à diminuer la pertinence de ce concept tel qu'il a été articulé par ce mouvement. Alors, entre autres exemples, attentats islamistes, criminalité liée à l'immigration, ou plutôt explosion de cette criminalité, racisme anti-français, intersectionnalisme de gauche, émeutes dans les banlieues, et encore beaucoup d'autres phénomènes
qui ont marqué la société française de ces dernières années. Et donc l'aggravation des tensions sociales en France, qu'elles soient économiques ou culturelles, pour ne pas dire ethnoculturelles, a fait que ce concept a pu faire l'objet de critiques au sein du camp national, y compris même d'ailleurs chez les anciens membres, des anciens disciples d'égalité et réconciliation. Alors, certaines de ces critiques sont en partie justifiées, non pas en raison du concept lui-même, comme je l'ai dit, c'est un bon concept en lui-même, mais peut-être à cause de la manière dont il a été formulé. Et je veux parler ici de quelques défauts de formulation qui sont clairement liés aux erreurs théologiques et philosophiques dont je parlais précédemment. Là où je trouve que ces critiques sont injustifiées et déplacées, c'est que le concept de réconciliation nationale, c'est un bon concept, et quoi qu'on en dise, c'est un concept absolument nécessaire pour guérir notamment une société aussi fragmentée que la nôtre. Et c'est un concept à prendre très au sérieux. Et malheureusement, je trouve que dans nos milieux notamment, on manque énormément de sérieux, en particulier depuis une dizaine d'années, et c'est assez insupportable. Car ces critiques, elles trouvent aussi leurs limites. Ces critiques contre ce concept-là, elles trouvent leurs limites en croyant par exemple que la dimension ethnique ou multiculturelle du mal français en serait la cause principale. Vraiment la cause principale, la cause première. Le problème, c'est que la France n'est pas simplement fragmentée sur une ligne ethnoculturelle. La France est divisée contre elle-même, avant tout, et cette division est beaucoup plus grave, beaucoup plus ancienne, beaucoup plus profonde que toutes les autres. Elle génère en fait toutes les autres fractures qui se sont produites par la suite. Comme je le disais aussi, il faut rappeler tout d'abord que ce concept de réconciliation nationale, ce n'est évidemment pas une invention de R ou d'Alain Soral. Dans les années 30, le concept de réconciliation nationale était déjà au cœur de la pensée du colonel de Larroque et de son Parti social français. Et nous sommes alors bien avant la société multiculturelle et multiconflictuelle que nous connaissons aujourd'hui. Pourtant, à l'époque, la fragmentation de la société française était déjà là, elle était déjà bien présente évidemment. Et peut-être qu'elle était encore plus violente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais sans doute à cause de son éducation catholique, le colonel de Larroque était très conscient de l'état des choses en France à l'époque. Il était très conscient de cette division et des sources de cette division. Et il se rendait bien compte que ces divisions de classe, d'idéologie, de partis entre les Français, c'était justement la force qui permettait à la classe politique corrompue de la Troisième République de maintenir sa légitimité et de se placer en parangon de l'ordre, en partie de l'ordre en fait. Et d'ailleurs, on a oublié qu'à l'époque, il existait déjà un problème d'immigration en France. Il y avait déjà une question migratoire en France à l'époque. Sauf que vous allez rire, en fait, ce problème d'immigration ne concernait pas les populations d'origine africaine ou musulmane, etc., mais elle concernait principalement l'immigration juive venue d'Allemagne et d'Europe centrale. Ce qui est intéressant, c'est que le colonel de Larroque avait des propos très durs contre l'antisémitisme et contre le racisme. Lui qui avait fait la guerre de 14-18 et qui s'y était d'ailleurs distingué pour son héroïsme, il a été décoré à plusieurs reprises, croix de guerre, officier de la Légion d'honneur, etc. Lui qui avait été un brillant officier colonial au Maroc, c'était logiquement un grand défenseur de la francité, de ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être la francophonie, et aussi le défenseur d'un certain modèle d'assimilation. Et donc il faisait la distinction entre les anciennes communautés juives de France, qu'il estimait tout à fait légitimes, et ces juifs d'immigration récente qu'il considérait comme étant des potentiels fauteurs de troubles, des agents d'influence allemande et d'influence communiste. Pour vous donner un exemple un petit peu de son état d'esprit sur cette question-là, je vais vous lire un extrait de son livre Service public, que j'ai chez moi, où il écrit « Et voici que le racisme hitlérien, combiné avec notre folle sensiblerie, nous condamne à héberger une foule grouillante, virulente, de hors-la-loi que rien ne garantit. Voici que parmi ces derniers, de nombreux îlots se constituent pour lesquels la persécution nazie n'est qu'une couverture d'espionnage et de conspiration. Mettre ce danger en évidence, mes amis, ce n'est point faire preuve d'acte d'antisémitisme. Ce n'est point faire acte d'antisémitisme, excusez-moi. » Alors à ce propos, le colonel de Larroque avait également été le premier à promouvoir un programme de remigration, puisqu'il écrit ainsi dans le petit journal du 17 avril 1938, je cite, « Lorsque le Parti social français sera au pouvoir, il ne manquera pas de réviser les naturalisations abusives auxquelles on a recouru, non seulement sous le règne du Front populaire, mais même pendant les années qui l'ont précédé. » Donc, grâce à cette ligne politique qui, en fait,
se distingue par son côté très équilibré, très social, radicalement social, et aussi évidemment nationaliste. Grâce à un refus catégorique de l'extrémisme et grâce à une ligne fondée tout entièrement sur la notion d'union nationale, eh bien, le Parti social français devient, en l'espace de seulement 3 ans, à la fin des années 30, le plus grand parti de France à l'époque, avec près d'1 million d'adhérents. Ce qui était une chose tout à fait exceptionnelle à cette époque, notamment pour un parti classé à droite. Je dis classé à droite avec des guillemets parce que le PCF refusait catégoriquement ces étiquettes droite-gauche, conformément justement à sa ligne très anti-parlementariste et très hostile au règne des partis politiques qui étaient considérés à juste titre comme étant des principaux facteurs de division sociale et de corruption politique en France. Alors juste pour vous donner une comparaison, pour vous dire à quel point le PSF était massif à l'époque, les effectifs combinés de la SFIO et du Parti communiste français à la même époque ne suffisaient même pas à eux deux à rivaliser avec les chiffres du PSF. Alors que jusqu'ici, c'était les partis de gauche qui étaient des partis de masse. Vraiment, la SFIO et le PCF à l'époque, ce sont les seuls partis de masse. Or, ces deux partis-là, à eux deux, ne représentaient que à peu près 650 000 adhérents, alors que le PSF, c'était déjà plus d'1 million d'adhérents, obtenus en seulement quelques années. C'est-à-dire que le PSF se crée vers 1936, quelque chose comme ça. Et donc voilà, en 39-40, ils ont à peu près 1 million d'adhérents, il y a tout plein d'élus qui les ont rejoints, etc. Ils ont fait des alliances politiques. Voilà, ils sont vraiment au taquet. D'ailleurs, tout le monde, dans le monde universitaire du moins, tout le monde s'accorde pour dire que cette dynamique exceptionnelle aurait très certainement porté le PSF au pouvoir lors des élections de 1940, mais malheureusement, le déclenchement de la guerre et l'occupation allemande eh bien, se mirent en travers de cette destinée qui était toute tracée apparemment. Voilà, donc un scénario tragique, comme l'histoire de France en a souvent connu, parce qu'évidemment la direction des choses aurait été très différente si le PSF avait pris le pouvoir en 1940. Et aujourd'hui, le fait que si peu de Français finalement connaissent le PSF, connaissent toute cette épopée, donc dans les années 30, c'est presque inexplicable, étant donné l'influence énorme qu'a eu le PSF, ou en tout cas la doctrine du colonel de Larocque, non seulement évidemment sur son propre parti, mais aussi au sein de la Troisième République, dans l'État français du maréchal Pétain, et ensuite même jusque sous la Ve République. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, il y a des idées du PSF avec lesquelles nous vivons en fait tous les jours. Les grandes idées en fait du colonel de Larocque, en particulier le souverainisme, l'idée de l'exécutif fort, la participation au capital-travail ou encore le christianisme social, qui inspirait fortement sa doctrine, eh bien tout ceci, ça va se transmettre plus tard au sein du mouvement gaulliste, y compris le concept de réconciliation nationale, qui là aussi est très important, même si ce dernier, malheureusement, bien sûr, avait été sérieusement compromis par l'épuration de 1945, mais aussi par d'autres compromissions du régime gaulliste. Et donc, comme je le disais, voilà, les grandes idées en fait de la doctrine du PSF furent vraiment à la base quasiment de la fondation de la Ve République, et elles étaient également très présentes au sein de l'État français du maréchal Pétain. D'ailleurs, en retour, c'est assez intéressant, toutes ces relations qu'il y a à cette époque-là. Le projet de constitution élaboré par les équipes du maréchal avait manifestement beaucoup inspiré les rédacteurs de la constitution gaulliste, puisqu'on y retrouve ce même modèle de monarchie présidentielle, ce modèle illibéral, qui persiste encore aujourd'hui, malheureusement, qui est en fait récupéré par le régime actuel pour se retourner contre la France. Mais en tant que tel, évidemment, l'idée d'un pouvoir illibéral, d'une espèce de monarchie présidentielle, c'est une très bonne idée en tant que telle. Parce qu'il faut justement, l'idée centrale de tout ça, c'est avoir un exécutif fort qui est au-dessus des partis et qui est justement garant de la souveraineté nationale, du bien public, etc. etc. Or, justement, toutes ces doctrines-là, eh bien, c'était déjà celles du colonel de Larocque dans les années 30. En fait, lorsque l'on étudie l'histoire du colonel de Larocque et du Parti social français, on est vraiment frappé de voir à quel point la formule politique de ce mouvement était avant-gardiste. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je dis souvent que si on devait être en mesure demain, c'est-à-dire quand je dis demain, d'ici 10 ans ou 20 ans ou 30 ans, si nous étions en mesure de fonder un grand mouvement politique, catholique, social et patriotique, il faudrait sans doute, même je dis très clairement, s'inspirer en grande partie de ce que le PSF a non seulement proposé, mais a aussi fait durant l'après-guerre. Et d'ailleurs, le fait que ce mouvement et sa doctrine restent aujourd'hui aussi actuels, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Parce que si on fait une comparaison avec un autre mouvement très populaire à l'époque, comme l'Action française, eh bien aujourd'hui, je suis désolé, il faut admettre
je suis désolé pour mes amis d'AF. Voilà, il faut admettre que la doctrine maurassienne, aujourd'hui, elle est quand même beaucoup moins pertinente, aussi bien sur le plan doctrinal que sur le plan, on va dire, opérationnel, stratégique, etc. Alors bien sûr, l'objet de cette vidéo, ce n'est pas spécifiquement de traiter du Parti social français. D'ailleurs, je compte peut-être un jour réaliser vraiment une vidéo complète sur ce sujet-là. Mais je crois qu'il est quand même utile de faire quelques rappels importants et qui sont en fait tout à fait en rapport avec cette thématique urgente de la réconciliation nationale, puisque celle-ci, une fois encore, était vraiment au cœur de la doctrine du PSF. Et ceci se comprend facilement quand on analyse l'origine et le parcours du colonel de La Rocque, puisque celui-ci, il est né dans une famille de l'ancienne noblesse française, avec des parents très catholiques, très pieux, et même des parents de tendance légitimiste. Alors du point de vue de sa carrière, le colonel de La Rocque fait sa carrière militaire principalement dans l'Empire colonial, au Maroc notamment. Il sera par la suite un temps affecté à l'état-major auprès du maréchal Foch. Et ce n'est que vers la fin des années 1920 qu'il prend les rênes du mouvement des Croix de Feu, qui est en fait une association d'anciens combattants de 14-18. D'ailleurs, ce n'est pas le colonel de La Rocque qui fonde le mouvement des Croix de Feu, mais c'est Maurice d'Artois, qui était une espèce d'écrivain, mais qui n'était pas quelqu'un qui avait une vie, si vous voulez, morale très sérieuse. Voilà. Il était un peu fantasque, donc il n'était pas forcément à la hauteur des enjeux. Et donc, lorsque le colonel de La Rocque prend la tête des Croix de Feu, il possède déjà une solide, une excellente réputation en tant qu'ancien militaire, héros de guerre, etc. Il était à l'état-major, il a un gros réseau. Donc, c'est lui qui va transformer cette association d'anciens combattants en un véritable mouvement social et patriotique, qui d'ailleurs est aujourd'hui encore très connu. Finalement, les Français ont gardé beaucoup plus mémoire des Croix de Feu que le PSF, alors que le PSF a été beaucoup plus massif. Et ça se comprend facilement, puisque il faut réaliser que les associations d'anciens combattants avaient énormément d'influence politique durant l'après-guerre. Ceci évidemment en raison du sacrifice énorme qui avait été rendu à la nation, pour des raisons évidemment absolument honteuses, mais sacrifice quand même, et donc forcément les anciens combattants étaient très populaires à l'époque et ils avaient un poids politique quand même assez considérable. Ils pouvaient quand même faire assez facilement pression, on va dire, sur le personnel politique. D'ailleurs, si vous venez comme moi d'une vieille famille française de tradition militaire, si vous avez eu la chance notamment de connaître vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents, eh bien, vous pouvez très certainement comprendre le sentiment patriotique très fort qui était né de l'expérience terrible de cette guerre civile, c'était une guerre civile européenne finalement, que fut la Première Guerre mondiale. Il y a un autre point très important en ce qui concerne le colonel de La Rocque et qui montre son intelligence et son état d'esprit général, c'est la dimension radicalement sociale de sa doctrine politique. Et ceci se voit déjà avec les Croix de Feu, puisque l'association en fait va devenir un vrai mouvement d'action sociale, avec des sections pour les jeunes, des sections pour les femmes, pour les ouvriers, etc., etc. Et cette dimension sociale se retrouve évidemment plus tard dans le Parti social français, dont le nom est assez explicite, Parti social français. Donc, les Croix de Feu vont être dissoutes après les événements du 6 février 1934. Une dissolution un peu injuste, puisque le colonel de La Rocque revendiquait justement une approche républicaine et légaliste. C'est-à-dire que pour lui, il n'était pas question de faire un coup d'État. D'ailleurs, alors, il faut dire quand même, c'est vrai que les Croix de Feu ont participé aux manifestations du 6 février 1934, mais elles n'ont pas participé aux combats, aux bagarres entre les manifestants et la police. Justement, ils voulaient se tenir à l'écart. D'ailleurs, jusqu'à une date très récente, et même sans doute encore aujourd'hui, à l'AF, et je m'en souviens très bien pour avoir été un petit peu dans les milieux d'AF il y a 10 ans de ça, on tient encore rigueur aujourd'hui aux Croix de Feu et au colonel de La Rocque pour ne pas être intervenu, ne pas avoir participé vraiment au combat du 6 février 1934, où on aurait pu manifestement prendre le pouvoir. Et donc jusqu'à aujourd'hui, peut-être encore, je ne sais pas, mais en tout cas à l'époque, eh bien, les militants d'Action française appelaient les Croix de Feu, ils les appelaient les froids de queue. Voilà, un petit jeu de mots un petit peu graveleux, mais qui montre justement cette animosité entre ces deux mouvements nationalistes à l'époque. Mais là, bien sûr, on rentre un petit peu dans le domaine du frivole, comme dirait l'autre, parce qu'en fait, comme je le disais, pour le colonel de La Rocque, il n'était pas question de faire un coup d'État. Parce que, et il avait tout à fait raison, pour lui, il était parfaitement possible de prendre le pouvoir par les urnes. Et là, encore une fois, n'en déplaise à ses détracteurs d'hier ou d'aujourd'hui, eh bien, il avait tout à fait raison. Parce que la France avait encore une anthropologie suffisamment imprégnée justement de christianisme et de choses qui rendaient possible, si vous voulez, ce grand élan nationaliste et social à l'époque. Et bien du coup, le colonel de La Rocque avait tout à fait conscience qu'il était parfaitement possible, avec
la bonne stratégie, la bonne formule politique, il était tout à fait possible en fait de remporter les élections et de prendre le pouvoir. Et finalement, seul le déclenchement de la guerre en 1939 a empêché le PSF de prendre le pouvoir en 1940. Quoi qu'il en soit, à la suite de cette dissolution, eh bien, le colonel décide justement qu'il est temps de fonder le PSF. Donc c'est à la suite de cette dissolution qu'il se dit, voilà, maintenant on fonde un parti et on y va. Comme je l'ai dit avant, la doctrine du PSF est vraiment très avant-gardiste. Il y a énormément de propositions formulées par le colonel de Larroque dans ses livres programmatiques comme services publics qui seront récupérées et mises en place par le Front populaire, mais aussi par l'État français, puis par la Ve République gaulliste. En particulier, les doctrines sociales du colonel, qui sont encore une fois très avant-gardistes, puisqu'il propose par exemple la mise en place des congés payés. Il propose aussi le modèle de la participation au capital-travail, ça c'est lui aussi, ça sera mis en place sous De Gaulle, mais lui il avait déjà cette idée-là dans les années 30. Il propose aussi des choses comme le droit de vote des femmes, ce qui était une proposition assez courante justement dans la droite, on va dire, catholique et monarchiste de l'époque. Et donc voilà, toutes ces mesures finalement elles seront mises en place bien plus tard après que lui les ait proposées par différents gouvernements donc, qui se succèdent entre les années 30 et les années 60. Alors, manifestement, vous l'avez compris, la dimension sociale est omniprésente dans le discours du colonel. Il est bien connu que ceci, c'est vraiment une inspiration directe de la doctrine sociale de l'Église, en particulier de l'enseignement de Léon XIII et de Pie XI, puisque le colonel de Larroque lui-même est un catholique convaincu. Et ce discours social était d'une grande intelligence politique, puisque les militants du PSF étaient presque exclusivement des membres de la classe moyenne ou du prolétariat ouvrier et paysan. Donc une sociologie finalement qu'on retrouve aujourd'hui encore donc dans l'électorat FN ou l'électorat RN actuel. En clair, ce discours fonctionnait très bien, il fonctionnait à merveille, puisqu'il était combiné avec la fibre patriotique qui animait tout particulièrement ces catégories de la population française. Et ceci, c'est vraiment une différence de taille avec les partis de droite de l'époque, qui étaient en fait principalement des petits partis de notables, héritiers grosso modo en fait de l'orléanisme bourgeois. Donc voilà, pas du tout, si vous voulez, des partis patriotes. Ce sont un peu en fait les précurseurs de l'UMP quelque part. Alors là aussi sur la question militaire, le colonel de Larroque avait des idées très en avance sur son temps concernant la réforme de l'armée française. Des idées alors qui étaient somme toute très similaires à celles du maréchal Pétain et du général de Gaulle à la même époque, ce qui prouve que nous sommes là dans une période de l'histoire de France où vous avez des hommes d'une trempe et d'une intelligence particulière qui émergent et qui partagent énormément d'intuition. D'ailleurs, on remarquera une chose quand même importante, pour notre sujet d'ailleurs, on remarque que la France ne produit plus en fait des hommes comme ça. Depuis bien longtemps d'ailleurs, et il serait urgent à mon avis de se demander pourquoi. Mais vraiment dans l'ensemble, ce qui caractérise fondamentalement la formule politique du PSF, c'est cette notion de réconciliation nationale. Sans doute à cause de son éducation catholique et donc de sa compréhension de l'histoire de France, le colonel de Larroque comprend parfaitement que la France va mal parce que la France est irrémédiablement divisée contre elle-même depuis la Révolution française. Cette réalisation chez le colonel se traduit évidemment dans quelques points fondamentaux de la doctrine du PSF, en particulier le rejet du parlementarisme et du règne des partis, ça c'est quand même un discours très présent chez lui, le refus des divisions de classe, d'où la forte dimension sociale de son discours, qui encore une fois est fondée sur le principe de coopération des classes, ce qui est directement un emprunt de la doctrine de Léon XIII. Ensuite, le refus des divisions droite-gauche, et plus généralement des divisions partisanes et tout ça. Quatrièmement, la défense d'un pouvoir exécutif fort, au-dessus de l'influence des partis politiques, afin justement de pouvoir garantir la défense de l'intérêt général et de la souveraineté nationale. Cinquièmement, la défense des valeurs familiales, la famille étant considérée bien sûr comme étant la base de la société, donc avec ça, le refus des mœurs décadentes et subversives, justement, qui pose problème pour l'intégrité de la famille et l'intégrité de la société. Donc là encore, clairement, inspiration chrétienne. Et puis, ajoutons à cela la défense des intérêts économiques des travailleurs, qu'il s'agisse des ouvriers, des salariés ou des entrepreneurs, des patrons, grâce justement à ce modèle d'économie mixte, avec donc un État social et protectionniste, mais aussi un État qui respecte et qui propose un maximum de liberté économique au sein de la société, ce qui là encore est une inspiration évidente de la doctrine sociale de l'Église. Donc en clair, le PSF propose une doctrine d'union nationale autour des principes de la justice sociale, de la fraternité patriotique et de la souveraineté nationale. Alors le PSF avait d'autres
particularités qui ne sont pas seulement anecdotiques, mais qui montrent une fois encore l'intelligence et l'avant-gardisme en fait de sa formule politique. Alors par exemple, le colonel de la Rocque refusait d'être associé au fascisme italien, dont il rejetait justement la statolatrie. Et ça allait même plus loin puisque les partisans des solutions fascistes au sein de son parti étaient écartés. D'ailleurs à ce sujet, une petite remarque, une certaine intelligentsia qui va justement émerger du nouveau pouvoir politique qui se met en place durant l'après-seconde guerre mondiale va évidemment ranger le PSF et le colonel de la Rocque comme étant quasiment en fait le parti fasciste français, quasiment le créateur du fascisme à la française. Ce qui est absolument ridicule au vu justement de ce que je viens de vous dire, d'autant plus qu'il existait quand même à cette époque d'autres exemples qui eux étaient vraiment fascistes littéralement du genre le PPF de Doriot, ou alors il y avait aussi les francistes, le parti franciste de Bucard je crois. Donc voilà, accusation ridicule, mais qui a quand même duré un certain temps. En plus de ça, donc évidemment, vous l'avez compris, le colonel de la Rocque, tout en étant radicalement nationaliste, eh bien, il rejetait aussi l'antisémitisme et le racisme. En fait, il semblait considérer que beaucoup de mouvements nationalistes de son époque étaient devenus en fait des espèces de caricatures repoussantes et un petit peu grand guignolesques, qui étaient restés bloqués en gros à l'époque d'Édouard Drummond. Et là, pareil, il écarte aussi tous les excités, tous les dingos, les antisémites un peu délirants, il les vire du parti, il les met à l'écart. Alors attention, c'était pas du tout dans son esprit une stratégie de soumission ou quoi que ce soit, hein, loin de là. Il n'était pas du tout dans les mêmes dispositions de ce qu'on a pu voir ces dernières années au sein d'une certaine droite nationale en France. Je vais vous donner juste un exemple. Dans le Petit Journal du 17 avril 1940, il tient des propos particulièrement durs contre un certain communautarisme juif, qu'il met justement en rapport avec l'influence néfaste de la franc-maçonnerie. Donc c'est une position, comme je le disais, toujours équilibrée, c'est-à-dire qu'à la fois il prend la défense des anciens juifs français, notamment ceux avec qui il a combattu pendant la Première Guerre mondiale, il leur rend même des hommages publics, parce que les Croix de Feu étaient très populaires, je le rappelle, notamment parce qu'ils organisaient ces grandes parades d'anciens combattants, etc. Donc à ces occasions-là, il ne manquait pas effectivement, par exemple, de saluer la mémoire ou la bravoure effectivement de combattants juifs, mais d'anciennes souches françaises, on va dire, ou qui étaient intégrées à la nation depuis un certain temps, notamment depuis la Révolution française. Mais encore une fois, il faisait vraiment la différence entre ces juifs d'ancienne France, on va dire, et ces juifs récemment immigrés, en fait. Donc très intéressant parce que finalement, il y a beaucoup de parallèles en fait avec la situation actuelle en France, où on pourrait en fait dire effectivement qu'on peut légitimement accepter et assimiler une certaine partie des personnes, justement, des citoyens français qui sont issus de l'ancien empire colonial, qui ont donc un lien historique vraiment organique avec la France, comparé justement à toute cette vague migratoire qui, notamment ces 20 ou 30 dernières années, en fait, est composée en bonne partie de gens, si vous voulez, qui n'ont absolument rien à foutre ici, et qui n'ont bien souvent, de plus en plus d'ailleurs, aucun lien historique avec la France. Donc qui ont encore moins de raisons d'être ici, quoi. Alors évidemment, dans le même temps, le colonel de la Rocque était évidemment farouchement opposé au communisme, ça vous l'avez compris. Et bien sûr, en tant que nationaliste et en tant que partisan précoce de l'armée de métier, le colonel de la Rocque était radicalement anti-hitlérien. D'ailleurs, le colonel de la Rocque appelle à la résistance dès le 16 juin 1940. Donc encore une fois, on n'a pas du tout attendu de Gaulle pour commencer à former des groupes de résistance en France. Je rappelle d'ailleurs à ce sujet-là que le premier groupe de résistance qui a été créé dans toute la France est un groupe de résistance qui était financé par le maréchal Pétain et qui a été créé par notre héros national ici en Alsace, Paul Dungler, qui était un catholique, un ancien militant d'Action française, un monarchiste, farouchement catholique, qui était pareil, dans les mêmes dispositions, anti-communiste, mais aussi anti-nazi, et qui crée donc ce réseau de résistance, le réseau martial, dès l'été 1939, pour vous dire à quel point il était en avance. Alors malheureusement, le PSF sera interdit en 1940 en zone occupée, puis il sera interdit totalement dans toute la France en 1942. Beaucoup de cadres en fait du PSF vont d'abord être fidèles au maréchal Pétain, ils vont même siéger avec le colonel de la Rocque au sein du Conseil national à Vichy, puisque effectivement, manifestement, le PSF était le principal parti à l'époque, donc il était logique surtout qu'ils avaient les mêmes idées en fait, globalement. Je rappelle d'ailleurs que la formule travail, famille, patrie a été inventée par le PSF. Donc c'est l'État français de Vichy qui reprend ce slogan par la suite. Cependant, la plupart des cadres du PSF vont sortir du Conseil national en 1941-42, dont le colonel de la Rocque, ils s'en vont. En 1942, le colonel fonde le clan, c'est pas le Ku Klux Klan, c'est le clan tout simplement,
qui va être un réseau de résistance. Mais malheureusement, un an plus tard, en 1943, il va être raflé par la Gestapo, lui avec 150 membres du PSF, et il sera déporté en détention en Tchécoslovaquie, en Autriche, en Allemagne. Et donc voilà, beaucoup de cadres finalement du PSF qui avaient échappé à la Gestapo vont alors se diriger vers Londres pour rejoindre le général de Gaulle. Et c'est pour ça d'ailleurs que finalement la fondation du RPF se fait en grande partie avec ces anciens cadres du PSF. Donc là aussi, on comprend mieux pourquoi il y a eu une transmission doctrinale, clairement, entre le PSF et, on va dire, le mouvement gaulliste d'après-guerre d'une façon générale. Alors malheureusement, le colonel va rentrer en France par la suite, il va être libéré par les Américains, il va être inquiété même à la libération, puisqu'il va y avoir justement cet épisode d'épuration, ce qui est quand même assez ironique, parce que lui qui avait milité toute sa vie justement pour la défense de la France, contre l'Allemagne, même contre l'Allemagne nazie, et qui avait milité pour cette idée d'union et de réconciliation nationale, mais finalement, voilà, il est calomnié, inquiété, je crois qu'il est même assigné à résidence, et il faudra attendre, je crois, le début, enfin c'est sous le gouvernement Debré, en fait, donc les début 1960, 61, quelque chose comme ça, que l'État français, enfin le gouvernement français, en fait, va s'excuser officiellement de l'avoir maltraité, justement, après-guerre, et va lui rendre des hommages, des honneurs, effectivement, pour sa contribution pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors pour finir, il faut conclure avec l'aspect central de la pensée du colonel, selon moi, c'est-à-dire cette volonté évidente de réconcilier la nation. Et cette réconciliation ne peut se faire qu'autour de l'idéal chrétien, évidemment, puisque dans un discours en 1937 à Marseille, le colonel de la Rocque déclare ceci: « Notre idéal de liberté et de défense de la civilisation chrétienne rejette aussi bien le joug hitlérien que la tyrannie moscovite. » Donc cette phrase, elle est très importante, puisqu'elle résume bien la position du PSF, qu'il s'agisse de menaces intérieures ou de menaces extérieures, l'union nationale doit se faire autour de l'idéal chrétien. Et donc ce discours était encore très efficace, évidemment, dans une France qui était encore anthropologiquement capable de comprendre l'importance de la religion et de l'ordre moral qui en découle pour l'ensemble de la société. Alors, pour avoir lu, pas totalement, mais en grande partie quand même, son livre, alors je sais qu'il en a écrit aussi un autre, il a écrit des mémoires, je crois que ce livre s'appelle « Pourquoi je suis républicain », qu'il a écrit donc en 1943, quelque chose comme ça. C'est vrai qu'en lisant les livres du colonel de la Rocque, parfois je suis un peu déçu, en tout cas pour ce que j'en ai lu jusqu'à maintenant, de ne pas voir plus de références chrétiennes, catholiques, etc. C'est quand même relativement rare, même si on sent l'esprit, clairement, encore une fois, sa doctrine sociale est clairement inspirée de la doctrine sociale de l'Église, mais on dirait que dans les années 30, peut-être parce qu'il était trop conscient en fait de cette division française, de cette fracture française entre cette France issue de la Révolution, donc France maçonnique, etc., et la France catholique, je pense qu'il en était très conscient. Donc il essayait, ce qui semble assez choquant quand même, il a essayé peut-être à mon avis de ne pas trop parler de Jésus-Christ, de la religion catholique, etc. Parce qu'il faut savoir aussi que dans les années 30, il avait fait une alliance avec le Parti radical, ou en tout cas avec une partie des radicaux. Ce qui nous semble hallucinant aujourd'hui, parce que quand on pense au Parti radical aujourd'hui, on pense à Christiane Taubira, donc vraiment la gauche laïcarde républicaine. Mais à l'époque, voilà, apparemment, il y avait une section du Parti radical, ou en tout cas, voilà, parce qu'il y a plusieurs partis radicaux, bien sûr, qui étaient en phase avec ces idées, et donc ils ont fait une alliance politique. Voilà. Est-ce qu'elle était temporaire ou pas? Est-ce qu'elle allait casser à un moment donné? Apparemment, ça se passait assez bien. Mais voilà, c'était juste pour l'anecdote. Et c'était aussi pour dire qu'il y a bien sûr des choses critiquables. Tout n'est évidemment pas parfait dans la doctrine et dans le modèle du PSF. Il y a plein de choses critiquables. Mais je dirais que surtout cet aspect-là, à mon avis, doit être vraiment examiné de près. Alors malheureusement, après la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir de nouvelles divisions qui vont s'ajouter aux divisions déjà existantes en France. Donc cette fois-ci, ça va être des divisions qui vont naître sur la base de l'opposition entre résistants et collaborateurs, entre partisans et opposants de l'Algérie française, entre partisans de l'État social et partisans du modèle néolibéral, et puis voilà, entre partisans de la société, de la souveraineté nationale, excusez-moi, et partisans de l'Union européenne. Donc voilà, division sur division sur division, mais qu'est-ce qui explique toutes ces divisions qui affligent la France depuis maintenant plus de 2 siècles? Eh bien, il faut dire ici une chose que beaucoup de Français, et je dirais y compris dans les milieux nationaux, semblent avoir beaucoup de mal à comprendre. C'est que ces divisions françaises ne sont pas simplement le résultat de circonstances historiques aléatoires. Non, en fait, c'est la nature même du régime parlementariste, du règne des partis, de la mise en compétition permanente du pouvoir politique
qui développe mécaniquement des phénomènes de division idéologique et partisane entre les Français et qui rend impossible tout projet de réconciliation nationale, hier comme aujourd'hui, et qui en fait empêche tout projet politique à long terme, en fait, tout simplement. Et on le voit aujourd'hui, on est clairement à chaque fois sur du court-termisme, du même très 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 court-termisme, de plus en plus, avec chaque mandat, c'est de pire en pire. Et je ne parle même pas des divisions qui naissent elles aussi mécaniquement au sein du régime, puisque la démocratie libérale consiste à réduire la souveraineté nationale au rang d'un produit de consommation que l'on peut vendre et acheter en fonction de l'influence politique ou médiatique dont on dispose. Donc nous voyons ici que ce n'est pas très intelligent de rejeter ce concept de réconciliation nationale comme si c'était l'invention d'Alain Soral, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais bon, qui est objectivement un essayiste objectivement courageux, qui a eu de l'influence, bon, avec lequel nous avons évidemment de profonds désaccords. Et je pense que le colonel de Larocque aurait lui aussi de nombreux désaccords avec Soral aujourd'hui, ou en tout cas avec ER, notamment sur ce qu'on appelle aux États-Unis, vous savez, les optics. Mais revenons ici, retenons surtout le concept de réconciliation nationale. Ce concept, encore une fois, il est beaucoup plus ancien que Soral ou égalité et réconciliation. Il est même plus ancien que le PSF, en fait. Et donc, il demeure d'une extrême pertinence aujourd'hui. Nous voyons aussi qu'une approche intelligente et réaliste et raisonnable de ce concept ne résulte pas dans l'entretien de projets chimériques, mais en fait dans une appréhension réaliste du fait social et historique. Or, c'est quoi la réalité sociale française d'aujourd'hui ? Eh bien, la réalité sociale française d'aujourd'hui, vous le savez, c'est la société ouverte, la société fragmentée, divisée, composée en fait d'un espèce d'agrégat d'aliénés, de factions idéologiques, de coteries politiques et de gangs identitaires. En fait, c'est une société sans unité, et il en est ainsi depuis que la France en fait a renoncé à ce qui permet justement, précisément, de cimenter l'unité des peuples, et même de transcender les différences, parfois biologiques, entre les peuples, à savoir la foi en Dieu, la transmission de valeurs immuables, la soumission de l'État et de la société aux lois morales de Jésus-Christ, lesquelles sont objectivement bonnes, elles sont objectivement parfaites. Et ceci, personne ne peut le contester, même pas le gauchiste Bégodeau. Donc, parler de réconciliation nationale, eh bien, c'est tout simplement faire preuve de maturité et d'intelligence politique. Que vous le vouliez ou non, il faudra réconcilier les Français entre eux et peut-être même leur imposer ce facteur d'unité qui leur fait tant défaut. Le philosophe Raymond Aron disait avec raison que pour laisser à chacun une sphère privée de décision et de choix, encore faut-il que tous ou la plupart veuillent vivre ensemble et reconnaissent un même système d'idées pour vrai, une même formule de légitimité pour valable. Eh bien, en rejetant la formule intégrale de la société chrétienne et sa légitimité, au nom d'une fausse liberté, d'une arnaque en fait, eh bien, ce n'est pas surprenant de voir que la France aujourd'hui s'enfonce toujours plus vers le chaos et la tyrannie. Et le pire dans tout ça, c'est que ce pays s'inflige ce chaos et cette tyrannie de lui-même en faisant confiance à une caste politique qui veut littéralement sa mort. Il est donc évident que la réconciliation nationale ne peut pas se faire avec des éléments ou des principes qui, par nature, sont irréconciliables avec un projet social et civilisationnel harmonieux et fondé sur les principes suprêmes du christianisme, de la justice et de la responsabilité citoyenne, de la civilité, si vous voulez employer un terme plus romain. Pour être plus clair, la réconciliation ne peut pas se faire avec ce que j'appelle les 4 nouveaux États confédérés. Donc le régime, la caste économique apatride, la racaille multiculturelle et la France gauchiste, on va dire, grosso modo. C'est ça les 4 États confédérés, les 4 nouveaux États confédérés, c'est en tout cas ma définition de la chose. Mais voilà, cette réconciliation ne peut pas se faire avec ces catégories-là, elle ne peut pas se faire avec leurs principes idéologiques. Et donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que le destin de ces gens-là, c'est d'être écartés à tout jamais de la destinée nationale. Donc, quand on parle de réconciliation nationale, nous devons évidemment nous inspirer du modèle du colonel de Larocque, qui était équilibré et réaliste, tout en étant radical et séduisant. Et qui avait aussi une certaine dimension universelle, qui est encore une fois propre à la France. Elle est propre à la France parce que la France est chrétienne. Et donc, comme le PSF, nous devons en fait rejeter les opinions ou les attitudes politiques extrémistes et binaires. Nous devons défendre la justice sociale en même temps
que les libertés économiques. Et je sais qu'il y a des gens aujourd'hui, notamment dans le camp politique de droite nationale, qui ont beaucoup de mal avec le en même temps, parce qu'ils assimilent ça en fait à un esprit macroniste ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est ça la politique. La politique réaliste, c'est souvent du en même temps en fait. Donc oui, en même temps, nous devons défendre la justice sociale, les libertés économiques, nous devons défendre un exécutif fort, qu'il soit monarchique ou républicain, peu importe, pourvu qu'il soit au service de la religion, qu'il soit au service du peuple et qu'il soit au service de la souveraineté nationale. Et pareil, nous devons faire preuve, comme le PSF, de réalisme pratique et cesser de nous accrocher à des modèles chimériques qui ne parlent à personne aujourd'hui. Comme le PSF, nous devons appeler à l'union des Français qui méritent d'appartenir à la destinée nationale, qu'ils soient des Français de souche, évidemment, ou qu'ils soient aussi des citoyens issus de l'ancien empire colonial. Et j'insiste sur ce point, parce que le PSF, le colonel de Larocque, avait conscience de la nécessité de véritablement assumer l'histoire de France. Chose que nous avons énormément de mal à faire, peut-être encore plus dans le camp de la droite aujourd'hui. Et ça, c'était une idée qui apparaît clairement chez le colonel de Larocque, sans doute à cause justement de son éducation et de son parcours, de sa carrière. Il a été officier colonial pendant très longtemps, et c'est assez intéressant, il faudra peut-être que je fasse une vidéo à ce sujet-là, mais finalement, tout ce que la Troisième République, tout ce que finalement la République issue de la Révolution a mal fait, en fait, souvent, ce sont des officiers catholiques ou des missionnaires catholiques qui ont amélioré la situation, systématiquement, que ce soit avec l'Empire, que ce soit dans l'armée, etc. Ça, c'est quand même assez frappant. Malheureusement, dans tout ça, clairement, on s'est un petit peu sacrifié dans l'histoire, mais peut-être qu'on en tirera les fruits dans le futur. Allez savoir. Dieu seul le sait. Donc voilà, assumer cette histoire, c'est en partie, notamment, accepter les enfants de l'Empire. Les enfants de l'Empire légitimes, bien sûr. Parce que c'est aussi, assumer l'histoire, c'est aussi se préparer au futur. C'est se préparer à mettre en place des mesures pour purger la société. Pour purger la société française de ces éléments indésirables et illégitimes. Qu'il s'agisse des racailles d'en haut ou des racailles d'en bas, évidemment. Puisque, je le rappelle encore une fois, je le répète, ces gens-là n'ont tout simplement pas vocation à partager notre destinée. Donc voilà, en résumé, le PSF était aux portes du pouvoir, il a été détruit par la Seconde Guerre mondiale, globalement. Aujourd'hui, il est clairement trop tôt pour qu'un parti catholique et social émerge en France, c'est évident. Mais j'ai envie de dire qu'il devra émerger tôt ou tard, sous une forme ou une autre. Ça peut être un parti, ça peut être un mouvement, ça peut être une ligue, comme une Sainte Ligue. Mais il devra émerger tôt ou tard, bien sûr, si Dieu le veut. Sans quoi, ce pays, tout simplement, se dirigera vers l'autodestruction, tout simplement. Et je dis bien l'autodestruction. Et si la France se dirige effectivement vers l'autodestruction, eh bien là, il ne sera plus du tout question de réconciliation nationale. Il sera juste question, dans le meilleur des cas, de refonder la nation. Il sera simplement question de refondation nationale. Mais là, actuellement, les choses semblent très compliquées. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense que tout le monde s'en rend compte. Donc peu importe l'issue de cette histoire, notre devoir à nous, c'est de comprendre déjà tous ces éléments-là, ces éléments absolument fondamentaux pour comprendre la situation et surtout le futur, notre direction. Peu importe l'issue de cette histoire, eh bien notre devoir à nous, c'est de faire en sorte que la société qui va émerger de cette autodestruction inéluctable, eh bien ce soit une société où règne le Christ, tout simplement. Donc en conclusion, que ce soit la réconciliation nationale ou la refondation nationale, tout ceci se fera autour de l'autel, ou ça ne se fera jamais, tout simplement. Et pour que ça se fasse, eh bien, rejoignez, chers amis, rejoignez au plus vite une messe, une chapelle catholique dans vos environs. Si vous cherchez une adresse, allez faire un tour sur le site de nos amis catholiques de France. Plus modestement, vous pouvez également rejoindre le Fonds Saint-Matthieu et nous aider à constituer une force de frappe sociale et économique pour la gloire de Dieu dans les prochaines années. Allez, bonne journée à vous, que Dieu vous garde.